Bonjour et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui intitulé «L'eau, une ressource à protéger». Donc c'est en compagnie d'Aurore Tesson, collègue, à la chambre de métiers sur le territoire du Maine-et-Loire, donc conseillère en transition écologique, que je vais avoir l'honneur de co-animer ce webinaire. Donc je rappelle les petites consignes, hein, de bonne pratique. Donc la caméra est coupée, le son est coupé et vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat. Nous y répondrons tout au long du webinaire. Le webinaire est enregistré, donc on vous le transmettra à l'issue de la séance, hein, d'ici les prochains jours. Et voilà, sur les côtés un petit peu pratiques. Pour rentrer dans le vif du sujet, on se donne donc jusqu'à 14h45 aujourd'hui pour parler de l'eau, hein, du sujet de l'eau. Donc refaire un point sur les éléments de contexte, hein, autour de l'eau. Puis comment agir, vous, sur les consommations et les bonnes pratiques, hein. Faire le point aussi sur la prévention des pollutions et vous faire un petit point sur ce que nous, on peut vous apporter en termes d'accompagnement. Donc pour être pragmatique, je transmets le relais directement à Aurore Tesson qui va vous en dire plus. Bonne séance. Donc, bonjour à tous. On va commencer avec la première slide. Hop, voilà, effectivement, on était arrivé. Donc, l'eau est une ressource indispensable pour notre santé, nos écosystèmes et notre économie. Elle est donc essentielle pour de nombreux usages. La consommation d'eau potable que nous consommons tous, les usages agricoles, vos activités artisanales, mais aussi, il faut aussi savoir qu'il y a aussi le refroidissement des centrales nucléaires qui demandent beaucoup d'eau suite à des prélèvements. Donc malheureusement, l'eau est une ressource en tension et en effet, on le voit bien, l'eau est vraiment le premier marqueur du changement climatique. On le voit bien sur la gauche avec le graphique qu'on vous propose, des écarts anormaux de température. Donc on voit bien effectivement ce réchauffement planétaire. Et puis les nappes phréatiques. Donc là, on vous a proposé deux cartos. La première qui correspond en août 2023 où il y avait une crise de sécheresse et celle de juin 2024, donc là effectivement toute récente, avec nos nappes phréatiques qui se sont bien ressourcées, entre guillemets, suite aux différentes quantités d'eau qui sont tombées ces derniers jours. Donc voilà, c'est bien une évolution du climat qui a un impact sur notre quantité d'eau, une ressource qui est quand même inépuisable, malheureusement. D'autres éléments de contexte, effectivement, donc suite à ces crises sécheresse, des arrêtés préfectoraux sont arrivés pour des restrictions d'eau sur notre territoire. Mais il y a plusieurs niveaux de restriction des usages d'eau. On a pu en voir, c'est l'été dernier, les dernières saisons estivales, où effectivement, 4 critères de niveau de restriction d'eau. La première, la vigilance, où là, c'est juste de la sensibilisation sur les bons gestes. La partie jaune qui est effectivement une alerte, donc là une première restriction sur l'arrosage, sur le lavage des voitures par exemple. Après des alertes renforcées, où là effectivement des restrictions plus contraignantes sur des horaires bien ciblés ou interdiction d'arrosage pour la dernière restriction d'eau au niveau de la crise. Donc moi je vous invite à aller effectivement sur ce site qui est vigio.gouv.fr où on a effectivement pas mal de cartos et des informations. Donc ça, c'est suite justement au plan eau Macron qui a été mis en place l'année dernière en 2023, qui permet de sensibiliser la population, mais tout usager qui utilise effectivement de l'eau. Cette cartographie qui vous donne sur votre territoire les niveaux de restriction pour votre commune. Donc effectivement, je vous évoquais le plan eau national. Donc c'est une mesure d'action concrète qui a été mise en place par le président Macron l'année dernière pour une gestion optimisée de l'eau. Donc il y a 3 enjeux. Le premier, c'est un enjeu sur la sobriété des usages pour tous. Donc compter la ressource, planifier ses usages et effectivement économiser l'eau. Le deuxième enjeu de ce plan eau national, ça a été d'optimiser la disponibilité de l'eau. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, réduire donc les pertes, parce qu'il y a beaucoup de fuites sur nos réseaux nationaux, les réseaux d'eau. Il y a plus de 170 collectivités qui ont effectivement 50% de fuites qui ont été identifiées. Donc c'est quand même pas négligeable et c'est vraiment un gros enjeu pour ce plan eau qui a été mis en place. Et un troisième enjeu qui est de préserver la qualité, donc prévenir les pollutions d'eau. C'est des choses très importantes qui sont mises en place petit à petit. Donc on vous a mis le lien du plan eau, ainsi que le bilan à 1 an de ce fameux plan
nationale qui a été mise en place depuis 2023. Et un dernier élément de contexte, c'est effectivement l'évolution du prix de l'eau. Donc en 2024, on est à peu près à 4,30 € par mètre cube, sachant que le prix de l'eau augmente, constamment, lié à l'augmentation des coûts de l'énergie, des fuites importantes du réseau, ce que vous évoquez. Donc même si ça va être remédié, il y a quand même un impact sur le prix de l'eau et malheureusement, il y a effectivement annoncé en 2030 une augmentation probable, du prix de l'eau à 50. Donc déjà que l'eau, voilà, est pas très chère actuellement, donc il ne faut pas s'attendre aussi effectivement à une augmentation, progressive durant les années à venir. Et dans certains territoires, il y a une mise en place d'une tarification progressive en fonction de votre si vous êtes petit consommateur ou gros consommateur d'eau, pardon, il y a une tarification progressive qui s'adapte en fonction de votre consommation. Donc là, voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Donc effectivement, une deuxième partie sur un peu les bonnes pratiques, des consommations d'eau. Effectivement, le suivi des consommations d'eau est vraiment primordial. Donc on a tous un compteur d'eau. Après, effectivement, faut le rechercher, peut-être l'identifier. Il se comporte un peu comme voilà, le schéma qu'on vous a mis sur la gauche, une partie noire, une partie rouge. La partie noire correspond vraiment à l'index de votre relevé de consommation d'eau en mètres cubes. En rouge, c'est les sous-unités, hectolitres, décalitres. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il va falloir relever. Et c'est vrai que c'est ce qu'on vous conseille une fois par mois, au moins de relever ces consommations d'eau pour voilà, détecter effectivement peut-être des fuites ou tout simplement aussi, avant de partir le soir en fin de journée, moi je vous propose de relever ce numéro de mètre cube, de cubage, et le relever le lendemain matin effectivement pour s'assurer qu'il n'ait pas bougé et qu'il y ait vraiment zéro fuite. Parce que voilà, ce qui dit fuite, vraiment, ça entraîne vraiment des consommations d'eau assez importantes. On a déjà fait des calculs, un robinet qui fuit, c'est 120 litres d'eau potable, donc à peu près 11 € par mois en plus de votre consommation d'eau. Une chasse d'eau qui fuit, ça va jusqu'à 600 litres d'eau par jour, donc ça va très très vite. Donc à peu près 54 € par mois en plus. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut avoir le réflexe et après effectivement, si vous détectez des fuites, de suite les réparer et trouver des solutions et ne pas attendre. Parce qu'effectivement, la consommation d'eau est très importante en fin d'année sur la facture. Autre préconisation, ce sont effectivement installer des équipements économes en eau. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des mousseurs, ce sont des petits, voilà, les photos qu'on vous a mis juste sur la gauche, la petite photo qui se met au bout de votre robinet. Ça coûte entre, 5 à 10 € les plus basiques. Après ça peut monter à 50 € si en fonction de vos équipements de robinet un peu plus, perfectionnés. Mais c'est vrai que c'est vraiment, primordial, parce qu'effectivement un mousseur vous fait gagner, vous fait obtenir un débit de 4 à 8 litres par minute, alors que sans mousseur vous êtes à 12 litres par minute. Donc c'est vraiment très important. Et autre à savoir, c'est que maintenant tous les robinets sont plus ou moins équipés de mousseurs, mais il faut aussi, quand même faire des tests, savoir si c'est vraiment un mousseur, pertinent, performant, parce qu'il y a maintenant 2 doubles générations. Les mousseurs ont été créés il y a déjà maintenant quelques années, donc c'est bien aussi de faire des petits tests. Le test, il est assez simple. Moi, je vous propose de laisser couler l'eau pendant 5 secondes, vous avec un verre mesureur et vous récoltez effectivement à peu près, on peut imaginer en 5 secondes 1 litre, sachant que dans 1 minute, il y a 60 secondes, vous faites un petit calcul et vous avez effectivement le débit de votre robinet. Ça permet, voilà, de vous donner un peu, une estimation entre avant ou après le mousseur et voir effectivement s'il y a bien eu un impact. Les douchettes, c'est ce qu'on a effectivement dans les salons de coiffure qui est à peu près à 100 €, 100 € la douchette. Ça vaut le coup, la plupart des dirigeants nous ont bien, confirmé qu'ils gagnaient 50 % d'économie d'eau sur la facture, donc c'est vraiment, très important à le mettre. Les chasses de double flux, donc maintenant, sont aussi, automatiques. Quand vous avez acheté des nouvelles chasses d'eau, elles sont souvent équipées de double flux. Après, si vous n'en avez pas de panique, il suffit juste de mettre une bouteille d'eau, d'1,5 litre remplie d'eau, que vous mettez dans le réservoir de la chasse d'eau et effectivement, ça remplit, le réservoir d'eau et vous avez effectivement moins d'eau qui est évacuée à chaque, tirage de chasse d'eau. Sensibiliser ses équipes pour limiter les consommations liées au comportement. Donc effectivement, vous n'êtes pas tout seul dans l'entreprise, il suffit que vous avez des apprentis, des stagiaires. C'est aussi voilà, l'occasion de communiquer. Il y a les journées de l'eau qui est le 25 mars chaque année. Voilà, faire des petites réunions sur le sujet, sensibiliser tout le monde. C'est vraiment des choses à mettre en place qui peuvent être assez simples et qui peuvent faire économiser de l'eau sans problème. Et puis effectivement, utilisez bien les lave-linges, les lave-vaisselle qui soient bien remplis en mode éco, ça vous fait, une consommation d'eau, économisée, sur ces équipements.
Autre pratique aussi, on rentre un peu plus dans le détail sur les choix d'équipements, adaptés. Il y a des robinets thermostatiques qui permet voilà, ce sont des mélangeurs eau froide, eau chaude qui vous fait aussi gagner du temps et de la consommation d'eau. Les limiteurs de pression, ce sont des équipements qui se mettent au niveau de vos robinets si vos robinets ont une pression supérieure à 4 bars. Parce que qui dit beaucoup de pression dit beaucoup d'eau. Donc c'est vrai que c'est un peu la limite, justement de la pression. Une pression à 4 bars, c'est, le maximum. Au-delà, il faut installer effectivement ce limiteur de pression qui coûte à peu près 60 €. Donc c'est un petit investissement, mais qui peut être, intéressant sur, vos consommations d'eau. Après, effectivement, vous avez tout ce qui est la récupération des eaux de pluie, de lavage, les autres process. Vous êtes un certain nombre, effectivement, à déjà faire ce type de pratique, ne serait-ce que pour les stations de lavage des pinceaux, les rouleaux de peinture où effectivement, tout est récupéré, c'est en circuit fermé. On a eu l'exemple des brasseurs aussi qui, voilà, qui peut regrouper les brassins pour éviter de, faire trop de nettoyage des cuves et donc optimiser, ces pratiques-là. Effectivement, les nettoyages en circuit, fermé pour que ça soit effectivement le plus économe pour vous. Après, on a les exemples aussi de coiffeurs qui récupèrent, l'eau déminéralisée du sèche-linge qu'ils peuvent réutiliser pour les, couleurs végétales. Donc voilà, il y a plein de petites pratiques. Après, n'hésitez pas à nous contacter pour effectivement, vraiment vous donner, nous, des pratiques qui sont adaptées à vos activités. Après, effectivement, on a des pratiques, au plus avec l'installation des toilettes sèches. Ça, c'est vraiment la meilleure, action quand c'est possible pour réduire vos consommations d'eau parce qu'effectivement, on imagine qu'on y va 2-3 fois par jour. C'est jusqu'à 3000 litres d'eau, économisés par an, par personne, donc c'est quand même pas négligeable, mais il faut pouvoir le faire quand c'est possible. Oui, donc 4 points qu'on va aborder à ce sujet parce qu'effectivement la pollution des sols est liée effectivement au rejet des eaux usées qu'on peut éviter. Tout d'abord, le déversement des eaux usées non domestiques, donc vos eaux d'activité, dans les égouts sont totalement interdits, sauf autorisation préalable de la mairie. Ça, on l'a pas inventé, ça provient du code de la santé publique, tout simplement parce que la station d'épuration dans lequel sont évacuées les eaux usées est dimensionnée en fonction de la population et pas en fonction des activités, industrielles ou artisanales ou agricoles. Donc effectivement, il va falloir, demander à chaque fois dès que vous vous installez, il faut demander l'autorisation à la collectivité pour pouvoir, évacuer vos eaux usées. Donc en fonction de leur réponse, soit c'est autorisé, soit des fois vous n'avez pas de retour. Donc effectivement, si au bout de 4 mois, si vous n'avez pas eu de retour de la collectivité, c'est votre autorisation a été rejetée. Donc là, il va falloir trouver effectivement des solutions. Donc là, effectivement, là, c'était juste une petite slide pour vous expliquer un peu cette autorisation de déversement. Elle se fait, à votre initiative auprès de la collectivité, donc souvent le plus près, la mairie, qui va effectivement vous demander, voilà, l'étude de la composition des effluents et vous expliquer effectivement la capacité de traitement de la station d'épuration. Donc, suite à ça, effectivement, comme je vous le disais, si en fonction du retour de la collectivité, ils peuvent vous imposer de mettre en place des pré-traitements, donc mise en place de débourbeurs désuleurs qu'on va voir juste après, faire des analyses d'eau pour prouver effectivement, la composition, de l'effluent que vous rejetez. Donc voilà, si en fonction du retour de la collectivité, si c'est rejeté, c'est à vous effectivement de trouver une solution avec des pré-traitements pour ensuite après faire appel à un prestataire extérieur. Ou alors effectivement la collectivité peut vous demander de mettre aussi d'autoriser le déversement dans les eaux usées, d'évacuation, mais avec effectivement mise en place d'un pré-traitement. Donc ça peut être, en fonction de vos activités, souvent pour les garages automobiles, ou en lien aux carrosseries, c'est souvent des séparateurs d'hydrocarbures pour qui voilà, c'est une caisse qu'on retrouve un peu sur le schéma où tout ce qui est, métaux lourds ou, boue qui tombent au fond, qui sont effectivement collectés et que le reste de l'eau, souillée puisse, effectivement partir, mais qu'on puisse récupérer les boues qui sont récupérées et qui peuvent être aussi traitées par un prestataire agréé. Les bacs à graisse sont là effectivement pour, l'alimentaire, boulangerie, traiteur, snacking. Donc là qui sont mis, soit juste après le lave-vaisselle, professionnels pour pouvoir récupérer toutes les graisses et qui sont aussi, voilà, stockées, récupérées soit par un prestataire agréé, soit déposées en déchetterie.
Et après, on a les stations de lavage aussi pour les peintres, qui permet aussi, voilà, en circuit fermé et récupérer tout ce qui est, peinture. Autre, préconisation sur la pollution des sols, tout déchet, ou produit liquide dangereux doit être stocké sur des bacs de rétention. Donc, un bac de rétention, c'est un système qui permet de retenir toute, fuite, du contenant. Donc, il y a 2 règles. Vous devez soit choisir un bac de rétention qui soit égal à 100 du volume de la plus grande capacité unitaire si vous avez 2 grands bidons, par exemple. Ou alors l'autre règle, c'est prendre 50 du volume total de tous les contenants rassemblés sur ce même bac de rétention. Donc là, c'est des règles à avoir. N'hésitez pas à revenir, vers nous à ce sujet si vous avez des doutes. Donc là, ces produits dangereux doivent être stockés à l'abri dans un espace ventilé sur un sol effectivement imperméable pour éviter toute pollution en pénétration, de ce liquide dans le sol. Que cette zone soit bien identifiée, si vous avez effectivement pour vous, pour vos salariés, vos apprentis, pour que tout soit bien étiqueté et éviter tout, mélange de ces produits dangereux qui malheureusement peuvent faire des explosions s'ils sont mélangés. Donc il faut que les consignes soient bien claires. Éloigner de toute évacuation vers les réseaux d'eau, donc effectivement s'il y avait une fuite pour éviter que ça reparte dans les égouts. Tac, tac, effectivement, rétention adaptée de ça, je vous l'ai dit. Effectivement, le kit d'intervention est quand même important en cas de collaborateurs qui puissent, n'ayant pas connaissance de ce produit, puissent savoir comment intervenir à ce sujet. Et puis voilà, comme je vous le disais, vigilance, compatibilité des produits, parce que malheureusement, si on met un inflammable avec un comburant, ça peut faire une grosse explosion au sein de l'entreprise. Donc si on peut éviter, ça serait mieux. Et une partie sur effectivement si c'est une des pratiques qu'on essaye de vous communiquer, c'est effectivement privilégier les produits moins nocifs, des produits alternatifs, sur ces produits d'entretien et de nettoyage. Éviter effectivement tout produit avec des pictogrammes de déchets dangereux, donc là, c'est les rouges qui sont barrés, et trouver effectivement des produits certifiés avec, des, labels, écolabels, EcoCert, ONF Environnement qui voilà, qui vous permettent que ce soit moins nocif pour l'environnement, moins nocif pour vous en tant qu'usager. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'on vous invite à faire. Après, des fois, ce n'est effectivement pas possible en fonction de vos activités. Donc l'idée là, c'était de faire un tour d'horizon sur l'eau, hein, qui est quand même un sujet, sensible, hein, puisque Aurore l'a dit en début de séance, on est bien sur une ressource épuisable qui évolue, même si, là, on a eu un printemps, pluvieux, mais, c'est pas le cas de tout le temps et l'idée, c'est quand même d'arriver à des pratiques un peu plus vertueuses en entreprise. Il n'y a pas une bonne pratique, il n'y a pas une solution, il y a des solutions, hein. Nous, on le voit bien au travers les visites d'entreprise et les pratiques, il y a des choses qu'on peut dupliquer, puis d'autres, c'est pas possible, enfin, ou pas tout de suite, ou ça nécessite des travaux ou des investissements, complémentaires qui vont faire qu'on va pouvoir agir. Donc nous, on peut intervenir en entreprise, à plusieurs niveaux, hein. Déjà en faisant le point avec vous sur vos bonnes pratiques environnementales et puis construire un plan d'action pour aller peut-être un petit peu plus loin. Donc c'est ce qu'on appelle le performant environnement. Si vraiment vous voulez travailler sur les flux au sein de votre entreprise, on a une prestation qui est, plus poussive et plus détaillée qui s'appelle TPE-PME gagnante, sur tous les coups, qui va vous faire travailler donc sur vos flux, matière, énergie, déchets, eau, hein et du coup là, dont l'objectif est quand même de réduire ces coûts également. Coût et quantité, hein, parce que je dirais que malheureusement parfois, on baisse la quantité consommée, mais le coût est toujours là, puisqu'on l'a vu là, ça a tendance à évoluer. Sur ces derniers temps et peut-être l'avenir à venir. Et puis une prestation qui est plutôt une, démarche d'amélioration continue autour de ces bonnes pratiques environnementales et de transformer, cela en défis environnementaux, hein, sur plusieurs thématiques. Les déchets, les emballages, l'énergie, l'eau, enfin sociétale et durable et l'idée c'est de se donner des défis, 3 défis dans 2 thématiques, hein, au démarrage et puis après un défi tous les ans pour garder une dynamique autour de la transition écologique. Le but, c'est d'être acteur au niveau de son entreprise et pas forcément toujours voir la réglementation comme une contrainte. Des fois, ça permet aussi de la devancer et de voir ce qu'on va pouvoir faire dans l'entreprise et parfois aussi, du coup, améliorer ses process.
On vous a mis aussi, vous verrez, hein, quand on va vous envoyer le petit PowerPoint, un lien là vers les aides entreprises. Là, c'est un site national qui répertorie pas mal d'aides et ils ont fait un focus là dernièrement sur l'eau. On a des aides, on peut avoir des aides aussi ponctuellement, hein, pour des investissements, ça évolue. Là, il y avait des aides avec l'agence de l'eau, mais ils nous ont dit on ne veut pas intervenir parce que là, on est en fin d'accompagnement. Ils revoient tout leur process pour l'année prochaine. Donc, dès qu'on en saura plus, on reviendra vers les entreprises pour donner toutes les informations utiles au niveau de l'agence de l'eau, hein, parce que là, par contre, ce sont des fonds épuisables, hein, c'est pareil. Donc, ça se revoit. Mais comme il y a le plan eau, on voit qu'il y a aussi beaucoup d'actions qui se tournent vers l'eau qu'on n'avait pas avant. Ça devient un sujet un peu plus sensible, hein, et du coup, ça déclenche plus de possibilités. On reste disponible, donc vous voyez, avec toute l'équipe là de conseillers en transition écologique sur la région, hein, il y en a, il y a des représentations sur tous les départements, hein, donc 44, 49, 53, 72, 85. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, vous souhaitez un accompagnement, faire un point, hein, sur les sujets autour de la transition écologique, on se rendra disponible. Très bien, bah écoutez, bon après-midi, à bientôt. À bientôt. CMA, artisan de la nouvelle économie.